Retrouvez ce jour, c'est l'heure de votre émission Action Femmes. Aujourd'hui, nous sommes avec une dame que vous connaissez déjà. On va parler du regard de la femme sur la situation politique en RDC. Il s'agit de Catherine Nzuzi Wambombo, qu'affectueusement appelée Maman Nzuzi Wambombo. C'est parti pour votre émission. Action Femmes. Née le 19 décembre 1944 à Tchoumbé, Sainte-Marie, actuelle province du Sankourou, Catherine Nzuzi Wambombo est une personnalité politique indépendante. Veuve et mère de 6 enfants, grand-mère de 20 enfants et arrière-grand-mère de 8 enfants. Elle est vraiment du monde. Je l'admire beaucoup. Je ne sais pas comment dire, mais elle est tellement gentille qu'elle nous gâte plus. Elle a fait ses études primaires et secondaires au Kasaï oriental. Elle commença sa carrière politique à l'ombre de son père, leader politique d'avant l'indépendance, puis sénateur après l'indépendance. C'est une femme de conviction. Elle a des qualités qui sont généralement exigées aux hommes d'État, c'est-à-dire la loyauté, l'intérêt général prime d'abord. Sur tout le reste, chez elle, c'est ça, son leitmotiv. Nzuzi Wambombo a commencé son apprentissage politique en 1965 en créant, avec d'autres femmes, une association des femmes dénommée Union des femmes congolaises, dont l'objectif était la lutte pour l'émancipation des femmes. En 1966, elle adhère au parti politique MPR et sera nommée en 1967 présidente sectionnaire du MPR et bourgmestre de la commune de Kalina, actuelle Gombe. Après un long parcours politique dans le règne de Mobutu, elle devient, en 2004, à la faveur du dialogue intercongolais à Sun City en Afrique du Sud, ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires. Catherine Nzuzi fut également candidate aux élections présidentielles de 2006, une opportunité pour elle de démontrer son engagement, le sérieux de ses convictions et l'occasion de mettre en pratique le projet de société sur mon pays, forgé tout au long de sa carrière politique. Vu son expérience de plusieurs années en politique, faisant d'elle première femme leader, Nzuzi Wambombo est régulièrement sollicitée pour faire des communications par les partis politiques sur l'importance de l'implication des femmes en politique, sur les raisons du blocage et comment les contourner. Sa conviction idéologique, démocrate, libérale. Action Femme. Madame Nzuzi Wambombo, bienvenue. Alors dites-nous d'abord d'entrée de jeu, quel est votre regard sur les droits des femmes en RDC, progression ou régression? Je peux dire sans peur d'être démenti que les droits des femmes en RDC sont restés stationnaires. Stationnaires pourquoi? Parce que nous n'avons pas senti une évolution, même par rapport au respect de la Constitution, qui nous oblige la parité. Et dans ma manière de comprendre le problème, lorsque nous parlons de la parité, ce n'est pas pour exiger que sur 50 ministres que nous ayons 25 femmes. Non. Mais que nous ayons un nombre qui signifie que les dirigeants ont cette préoccupation de dire que la RDC doit être construite par les apports des femmes et les apports des hommes. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les droits, nous n'allons pas attendre qu'on nous les donne. Les femmes elles-mêmes doivent exiger ces droits par des actions, par leur comportement, leur manière d'être, leur manière de faire. C'est là où les hommes comprendront que non, c'est juste un rappel à l'ordre. On nous donne la possibilité de comprendre que ne les oublions pas parce que le RDC est composé des hommes et des femmes. Tout à fait, mais justement, pourquoi les femmes, malgré leur qualité intellectuelle indéniable, comme vous d'ailleurs, n'osent pas s'engager dans la politique? Où se trouvent les obstacles? Bon, c'est une simple distraction. D'abord, les femmes, je ne veux pas leur donner une mauvaise impression, mais je dois dire que c'est la peur.
Lorsque nous voyons ce que la politique a fait dans notre pays, les assassinats que nous avons connus depuis l'accession du pays à l'indépendance, n'oubliez pas que c'est la femme qui donne la vie. Et elle a toujours tendance à vouloir la protéger, elle a toujours tendance à éviter ce qui peut justement mettre cette vie en danger. Parce que je vous dis, la politique c'est un terrain très accidenté. Moi qui vous parle, nous avons un martyr dans notre famille. Il est décédé à l'âge de 23 ans, Didier Emmanuel. Juste le fait d'avoir accepté d'être à côté de Lumumba. Est-ce un péché? Eh bien, il a perdu sa vie à cause de ça. Donc les femmes ont tendance à avoir peur pour cela, pour ce que la politique entraîne parfois comme une méchanceté, comme un problème. C'est ça. Ok, alors on va parler politique. Il y a un blocage. On attend jusqu'aujourd'hui la fumée blanche par rapport aux arrangements particuliers qui se tiennent à la Synco. Mais dites-moi un peu sur qui repose selon vous la responsabilité, s'il faut être vraiment franche. Est-ce que c'est sur ceux qui soutiennent qu'il faut une liste pour nommer le Premier ministre ou ceux qui s'en tiennent à un? Bon, moi je ne veux pas aborder le problème dans les termes de voir qui a tort, qui a raison. Ici, nous sommes dans la gestion de la République. J'estime que toutes les institutions du pays, en commençant par la première institution qui est le président de la République, doivent faire de sorte que la gestion de la République soit faite d'une manière concertée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un blocage qui n'a pas le nom. Parce qu'il est connu que, selon les accords, la primature doit venir du rassemblement. L'ancien Premier ministre Tshisekedi, paix à son âme, avant de voyager pour Bruxelles, il avait laissé un mot, selon ce que nous avons appris, de celui qui devait être le candidat Premier ministre. Et à notre connaissance, ce candidat-là n'a pas changé. On avait parlé de Félix. Parce que c'est de Félix qu'il s'agit. Est-il nécessaire d'exiger encore qu'on puisse donner la liste de 3 noms? Je crois que si tous nous faisons un effort de dépassement, si tous nous faisons un effort de régler ces problèmes sans état d'âme, nous pouvons facilement terminer cette transition qui va nous amener aux élections en décembre 2017 que nous appelons de tous les noms. Voilà. Alors vous avez une immense expérience politique, hein, Madame Josie. Quels conseils avez-vous à prodiguer, notamment et spécialement au chef de l'État et à la classe politique en général? Vous savez, donner un conseil à un chef de l'État, c'est pas facile. Mais je me dis qu'il est la première institution de la République. C'est une grande responsabilité parce que tout repose sur lui. Quelque chose qui se passe à Manono, quelque chose qui se passe au fin fond du Bas-Congo, en Bas-Kabila. Il est un homme de paix. Je lui demande de continuer dans ce sens et surtout d'avoir la possibilité de réunir de temps en temps la classe politique, comme on avait l'habitude de le faire dans l'entretemps. Le président est très renfermé. De temps en temps, il peut appeler, comment dirais-je, faire venir les personnalités qui ne sont pas nécessairement au gouvernement. Échanger avec nous, connaître ce que nous pouvons lui donner comme conseil, pourquoi pas. Moi, je pense que dans la vie, tout le monde a besoin de tout le monde. Les gens de l'Équateur, les Bangala, ont un proverbe que j'aime bien. Ça veut dire que même si on n'est pas, même pour nous les anciens, les dinosaures, comme vous aimez bien les appeler, on a besoin de vos conseils. Comme vous avez aussi besoin de nos conseils. Donc ce sont des rapports de complémentarité. Nous avons besoin de votre expertise et vous avez besoin de notre expérience. Si un cas refuse l'expertise, il n'aura pas raison. Et si un cas refuse l'expérience, il n'aura pas raison non plus. Tout à fait. Je pense que les rapports qu'on fait dans les notes et avoir un entretien comme ça, je pense que c'est plus vivant et c'est plus dynamique. Et à la classe politique en général? À la classe politique en général, je dis nous devons être tolérants.
La République, c'est un patrimoine commun. Les gens de la majorité ne peuvent pas croire que parce qu'ils sont dans le feu de l'action, la République devient leur propriété. Les gens de l'opposition ne doivent pas non plus trouver anormal qu'il y ait une majorité qui gouverne. Parce que nous avons choisi la démocratie. Et la démocratie exige qu'il y ait une majorité qui gouverne et qu'il y ait une opposition qui est comme lampe témoin. Donc nous devons accepter de nous accompagner. Et lorsque l'opposition relève quelque chose, il ne faut pas que la majorité se braque et qu'il trouve que c'est une manière de la gêner. Il faut pas. La République, c'est un patrimoine commun qui appartient même à ceux qui ne font pas la politique. Donc si nous avons cet esprit de tolérance, que chaque institution joue son rôle, nous avons un gouvernement qui doit jouer le rôle de gouverner, nous avons l'opposition qui doit jouer le rôle d'être la lampe témoin pour éviter le débordement. Nous avons la société civile qui normalement devait être là pour nous départager. Mais depuis un temps, j'ai l'impression que la société civile préfère faire la politique active comme nous tous. Je pense que si nous tous nous acceptons que la République c'est un patrimoine commun, que tous les conseils sont les bienvenus, il y aura moins de tensions. Le Kassai est déchiré, endeuillé par le phénomène Kamona Nsapu. Comment en étions-nous arrivés à des extrêmes de violence dans un espace réputé par sa paix? Ma fille, c'est quelque chose qui nous a beaucoup choqués. Voir les cadavres de jeunes gens. Moi, je suis une mère, j'ai manqué le sommeil. Je crois que il est nécessaire que le pouvoir coutumier soit mis à sa place. D'après ce qu'on raconte, parce que je ne suis pas allée là-bas, on dit que le chef avait introduit une demande pour qu'il soit confirmé dans ses fonctions après la mort du chef de son prédécesseur Kamana Nsapu. Et il paraît qu'il a fait longtemps pour avoir cette nomination ou cette confirmation. Et c'est pendant ce temps qu'il est allé à Kananga pour aller chercher, pour aller dans ces démarches-là, que le militaire serait parti fouiller dans sa maison, que le militaire aurait touché ses fétiches et aurait, violé ses femmes. Je préfère parler comme ça parce que je ne connais pas la vérité, c'est ce qu'on raconte. Et c'est quand les militaires sont partis que les choses ont dérapé. Je crois qu'on doit faire un effort pour éviter de politiser les fonctions des chefs coutumiers. Si le chef coutumier, ça doit suivre le clan qui est préparé pour être chef. On doit éviter de vouloir rechercher un chef qui fait la politique de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est souvent à cause de ça. Les chefs coutumiers, le pouvoir coutumier devait rester apolitique, à mon sens. Parce qu'on est chef coutumier pour tout le monde. Et à ce moment, si le chef est dans son village, quand les politiciens viennent, il les reçoit. Quand les non-politiciens viennent, il les reçoit aussi. Ça va aussi les éviter d'être chaque fois être taxés de pro-d'eux ou de contre-d'eux. Et je crois que c'est nous les politiques qui devons faire cet effort-là, de les rassurer dans leur rôle, de ne pas nous mener dans les démarches de leur succession. On doit respecter le rite qu'on fait lorsqu'un chef est décédé. Et je crois que pour bien faire, on doit rendre le corps à la famille Kamana Nsapu. On doit essayer de les indemniser parce qu'il y a eu tout a été comment dirais-je, détruit. Le gouvernement doit faire un effort de réconciliation. On puisse appeler tous les chefs coutumiers du Kassai central, leur présenter les excuses, leur présenter les amendes comme on le fait en coutume. La vie va reprendre. Qu'attendez-vous de la communauté internationale pour résoudre la crise à la RDC? Je pense que la communauté internationale est là tout simplement pour nous accompagner.
Nous devons éviter de trop l'impliquer dans les affaires nationales, dans les affaires congolaises, parce que ça donne l'impression que nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment de capacité pour régler nos problèmes, que nous n'avons pas suffisamment de sagesse pour essayer de trouver le compromis qui n'appelle pas la violence. La communauté internationale doit nous accompagner. Les conseils sont toujours les bienvenus, mais elle doit éviter de chercher parfois à jouer un rôle actif. C'est là où ça ne marche pas. Ça fait depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait combien? 57 ans. Ben voilà, que nous sommes indépendants. Moi, je crois que nous avons suffisamment acquis de maturité. Nous avons suffisamment de gens équilibrés, de gens sages, qui peuvent être appelés lorsqu'il y a un conflit pour donner des conseils. Mais nous-mêmes, que faisons-nous depuis tout ce temps? Apparemment, nous tournons toujours en rond, ce qui explique justement peut-être l'implication de la communauté internationale aux affaires internes. Non, mais on tourne en rond parce qu'on ne veut pas suivre le bon sens. Tout simplement. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent bloquer la machine. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent gagner le temps pour que les élections n'aient pas lieu. Il y a beaucoup de choses, ma fille, qui sont à la base de cette situation. Mais si chacun prend son rôle au sérieux, si tout le monde est convaincu que le Congo est un patrimoine commun, on doit éviter le jeu de cache-cache, on doit éviter de chaque fois vouloir jeter la peau de banane pour que les gens glissent et qu'on puisse, comment dirais-je, jouer du surplace. Je pense qu'on peut trouver les solutions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? On doit se mettre au-dessus de la mêlée. On doit avoir la possibilité de se faire violence. On doit avoir la possibilité de ne pas toujours faire des calculs politiciens. Alors, vous avez géré la ville de Kinshasa à l'époque Léopoldville. Celle d'aujourd'hui ressemble-t-elle à celle que vous aviez gérée? Non. La ville de Kinshasa, c'était un grand regret que j'ai. Elle est très sale. Je ne peux pas concevoir que notre métropole soit dans cet état. Quand vous allez sur l'avenue du commerce, on n'y prépare même les foufous. Est-ce que c'est normal? Il y a des gandas partout dans la ville. Oui, je veux bien que les gens se débrouillent, mais il y a un halte. Il y a des immondices partout. Ça devient même un problème de l'hygiène. Ce n'est pas normal. L'air que nous respirons, ce n'est pas l'air pur, c'est l'air pollué. Franchement, je demande aux amis qui sont à la ville de faire un effort. Les bourgmestres eux-mêmes, ils font quoi? Ils sont plus préoccupés par les recettes de marché au lieu de s'occuper de la ville. Les habitants aussi eux-mêmes des périphéries. Mais les habitants aussi eux-mêmes des immondices. Mais vous les médias, vous avez une grande responsabilité. Moi je pense que Télé 50 c'est une télé qui est très très suivie, mais faites les tranches pour apprendre aucunement l'hygiène. Hein? Mais il est dit dans le règlement que vous avez l'obligation de nettoyer votre parcelle jusqu'à 3 mètres de votre clôture. Si sur cette avenue, moi je le fais, mon voisin le fait, l'autre le fait, c'est toute l'avenue qui sera propre. Des pratiques qui ne sont plus pratiquées. Les bacs, on doit avoir des bacs qui se ferment pour éviter que les mouches aillent se poser sur les immondices. Au lieu, et puis les Kinois aussi, pourquoi ils préfèrent aller jeter les immondices dans les canalisations qui sont dans la ville? Et si les eaux ne peuvent plus passer à cause des immondices, eh bien c'est comme ça, tout se déverse sur la chaussée. Donc je pense qu'il y a une action à mener par les médias pour montrer de temps en temps ces images qui ne sont pas dignes d'une capitale. Je crois qu'il y a un laisser-aller et il y a un manque de volonté. Si les Kinois se ressaisissent, Kinshasa sera comme dans le temps. Au lieu d'être Kin la Belle, comme je l'appelais, c'est devenu Kin la Poubelle. C'est une responsabilité et de la population. De la population, oui, et des autorités provinciales. Dans le temps, on avait des cantonniers. Où sont partis les cantonniers?
qui doivent curer les caniveaux, qui doivent, comment dirais-je, boucher les nids de poules. Ce n'est pas un travail inutile, il n'y a pas de son métier. Grâce à eux, on avait de belles routes. Mais peut-être qu'ils ne sont pas régulièrement payés, c'est ça le problème. Tous les Kinois, nous devons tous faire un effort pour que notre ville redevienne ce qu'elle fut dans le temps. Kin la belle au lieu de Kin la poubelle. Quels étaient vos rapports avec Feu Etienne Tshisekedi?